Nous allons commencer. Je me permets de vous apporter, quelques points d'introduction, heu et puis je laisserai la parole, à madame Quintard et madame Julien. Le webinaire d'aujourd'hui est enregistré, et il sera disponible en replay, sur le site prévaloir.fr. Donc voilà, bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous accueillir, pour, ce webinaire qui est dédié à la présentation de l'appel à candidature, lancé par, l'ARS Centre Val de Loire, dans le cadre de la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement. Cet appel, il vise à soutenir le développement des programmes d'éducation thérapeutique à destination, des adolescents, des adultes qui présentent, un TND et les 2 intervenants de l'ARS pourront préciser, et c'est l'objet de ce webinaire, les conditions de cet appel à candidature. Alors moi, en tant que coordinatrice du pôle régional, ETP Centre Val de Loire, je tiens à souligner que, cette initiative s'inscrit, hein, dans notre mission qui est de développer une offre ETP de qualité, accessible, territorialisée et innovante, en lien avec les professionnels, mais aussi les usagers et les institutions. J Pour rappel, le pôle régional, il agit comme un centre de ressources, de compétences et d'expertise en ETP. On est là pour vous accompagner, dans, la création, de programmes d'éducation thérapeutique de qualité. Un tout petit point pour vous dire que ce webinaire, il fait écho à la journée régionale, ETP et TSA que nous avons organisée en janvier dernier. Donc je vous invite à, si vous n'avez pas eu l'occasion de participer à cette journée, de pouvoir consulter le e-book de cette journée qui est accessible sur prévaloir.fr. Donc du coup, l'appel à candidature, qui va vous être présenté aujourd'hui, c'est une suite logique, hein, de cette dynamique collective du développement de l'ETP dans le cadre des TND. Alors, quel va être le programme de ce webinaire? Il va y avoir une présentation des objectifs et des enjeux, de cet appel à candidature. Va vous être présenté, hein, le cahier des charges, les modalités de dépôt et puis bien sûr, il y aura un temps d'échange, suite à cette présentation. Je vous invite à noter vos questions dans la partie, questions-réponses me semble-t-il. Q et R et pas la partie conversation. Parce que pour nous, la gymnastique, elle va être un petit peu compliquée si on doit aller chercher les questions-réponses en 2 endroits. Donc, privilégier la partie Q et R qui est la partie questions-réponses et l'ensemble des questions vont être traitées à la fin du webinaire, parce que c'est plus simple pour les personnes qui vont, observer les replays, d'avoir toute une partie, présentation, puis une partie questions-réponses à la fin. Voilà, je vous remercie, toutes et tous pour votre présence, votre engagement, puis, bah, votre volonté de faire avancer le TP, hein, au service des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement. Alors, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec, Solène Quintard qui est chargée de programme, nutrition et ETP à l'ARS et Laetitia Julian qui est responsable de l'unité handicap, politique publique du médico-social à l'ARS, Centre Val de Loire. Donc je vous laisse la parole, et j'espère, avoir, bien fait les présentations, sinon n'hésitez pas. Merci. Alors peut-être juste avant de commencer, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des personnes bloquées dans la salle d'attente. OK. Mais voilà, je ne sais pas Mmh, si on peut commencer quand même et continuer avec, mmh, si on vous laisse voir pour ce tout petit à point-là. fait. Donc, alors, vous voyez mon écran, je pense que c'est tout bon. Donc, on en profite pour se représenter très rapidement, même si Latifa Salih l'a fait. Donc, Solène Quinter, moi, je suis chargée de programme à l'Agence régionale de santé. Je travaille dans la direction santé publique et environnementale, plutôt dans le service prévention, promotion de la santé, et je gère entre autres la thématique éducation thérapeutique du patient, donc son pilotage régional, les financements qui peuvent y être associés, et puis bah, je travaille de façon très étroite avec le pôle régional de l'ETP. Et du coup, pour ma part, Laetitia Julien, donc je suis effectivement responsable de l'unité handicap, donc sur la direction de l'offre médico-sociale, et je suis également référente troubles du neurodéveloppement, donc en région, donc du coup sur tous les sujets qui traitent au dispositif de l'accompagnement d'enfants et jusqu'aux adultes qui ont un trouble du neurodéveloppement.
Donc notre appel à candidature aujourd'hui, il est vraiment conjoint à nos deux directions, hein, et c'est tout l'enjeu aujourd'hui de ce webinaire, c'est de faire se rencontrer nos deux mondes et nos deux champs à travers cette réponse à l'appel à candidature. Donc on va vous présenter dans un premier temps les éléments du cahier des charges de cet appel à candidature. Alors si ma présentation, voilà, a bien fonctionné. Et après, dans un second temps, on sera disponible pour toutes les questions que vous avez. Sachant que ces éléments-là, le replay et puis le diaporama que je vais projeter seront disponibles également, donc vous pourrez y avoir accès par la suite. Peut-être un bref rappel contexte, hein, on l'a un petit peu déjà dit. On est dans le lien avec la stratégie nationale pour les troubles du neurodéveloppement 2023-2027. Donc, il y a une mesure qui s'appelle la mesure 22, qui est de proposer de l'éducation thérapeutique aux adolescents et adultes diagnostiqués TSA, TDI, TDAH. Donc, c'est vraiment dans ce cadre qu'on ouvre cet appel à candidature. En ce qui concerne l'éducation thérapeutique du patient, c'est une démarche en fait qui existe maintenant depuis un moment, donc parce qu'elle est inscrite depuis 2009 dans le Code de santé publique. À la base, c'était vraiment quelque chose qui a été développé pour les maladies chroniques, donc les maladies diabète, asthme, les maladies avec lesquelles on va vivre toute notre vie et voir comment est-ce qu'on peut s'adapter. Et depuis quelques années maintenant, on constate que cette dynamique s'étend progressivement à d'autres façons de vivre qui ne sont pas forcément des pathologies, en fait. Donc, on va parler plutôt de conditions chroniques, finalement, donc dont les troubles. Aujourd'hui, on peut parler de troubles du neurodéveloppement. Donc, l'objectif, en fait, de cet appel à candidature, c'est d'être en lien avec donc la stratégie nationale, c'est de développer donc des programmes d'éducation thérapeutique du patient à destination des adolescents et adultes. Donc, on l'a dit, diagnostiquer TSA, TDI, TDAH. L'objectif pour eux, c'est d'acquérir et de maintenir des compétences d'auto-soin et de sécurité, mais aussi, ce qui va peut-être davantage concerner, nous, cette dynamique-là, c'est les compétences d'adaptation, notamment maîtriser son existence, acquérir la capacité à vivre dans son environnement et à le modifier. À ce jour, en région, sur ces thématiques, en fait, on a très peu de programmes de TP. Pour vous donner une idée, on a entre 160 et 170, j'ai plus les chiffres exacts, programmes d'éducation thérapeutique du patient qui sont déclarés dans la région Centre-Val de Loire. Et à ce jour, on a un seul programme qui est déclaré sur cette question qui concerne les enfants TSA, qui est porté par le CHU et le CRA de Tours. Et on a un autre programme qui est en cours, porté par les mêmes acteurs sur la destination des adultes TSA, mais c'est tout. Donc, l'éducation thérapeutique du patient, en fait, elle obéit à un cadre réglementaire assez strict, notamment pour ce qui concerne les programmes d'éducation thérapeutique, avec donc un article dédié dans le Code de santé publique et qui prévoit les critères en fait, de ce que c'est qu'un programme de TP. Notamment, on a plusieurs éléments importants qui est la coordination du programme. Donc, ce programme doit être coordonné par un médecin ou un autre professionnel de santé, ou alors un représentant d'une association de patients agréés. Voilà, c'est pour dire qu'un programme de TP ne peut pas être coordonné par n'importe quelle profession. Ensuite, il y a une équipe qui est définie pour intervenir dans la mise en œuvre du programme. Il faut qu'il y ait dans cette équipe, il y ait au moins 2 professionnels de santé de professions différentes, dont un médecin, s'il n'y a pas de médecin comme coordinateur. Ensuite, pour les intervenants dans le programme et le coordinateur, on a l'obligation en fait d'être formé à l'ETP. C'est une formation qui reste quand même assez importante, puisque c'est 40 heures qui sont voilà, bien déterminées, que on peut, pas mal d'organismes de formation proposent ces 40 heures à l'ETP, mais en tout cas, il faut les avoir suivies. Et le coordinateur du programme, en général, doit faire une formation complémentaire, sauf s'il provient d'une formation assez longue en ETP, type DU, etc. Les attendus du programme, donc ça, c'est ce qui doit être précisé hein, quand on déclare le programme. Il faut préciser quel est le public cible, quels sont les objectifs pédagogiques visés, comment est-ce que l'évaluation va se faire, etc. Donc, il y a quand même des critères assez nombreux à renseigner pour pouvoir déclarer le programme. Et ensuite, on déclare le programme auprès de l'ARS. Et une fois que le programme est déclaré, il n'y a pas de durée de fin de validité. Cependant, tous les ans, il faut déclarer l'activité qui a eu lieu l'année précédente. Et puis, on demande aussi une évaluation quadriennale.
C'est en fait une évaluation qui permet d'améliorer au fur et à mesure la qualité du programme. Donc, pour cet appel à candidature, qui peut y répondre? Donc, le prérequis en fait qu'on souhaite pour cette réponse à l'appel à candidature, c'est des projets qui soient co-construits entre les acteurs du monde de l'ETP et les acteurs plutôt du monde des TND et des personnes concernées. Après, le projet peut être porté par l'un ou l'autre des acteurs, sous couvert, évidemment, c'est ce qu'on a vu juste avant, que la coordination du programme, elle soit assurée par un professionnel de santé inscrit dans le code de la santé publique pour ce sujet-là, donc professionnel de santé ou alors représentant d'une association de patients agréés. Les attendus, peut-être, du coup, les attendus forts, hein, c'est que du coup, on souhaite mettre en œuvre de véritables partenariats, on l'a déjà dit, et témoigner d'une réelle concertation et élaboration commune. Ça fera vraiment partie des critères de sélection et de priorité des dossiers, hein. On veut vraiment que les deux mondes se rapprochent, que les personnes concernées fassent vraiment partie aussi des programmes, donc un vrai partenariat et une concertation commune. Du coup, notre public cible, on se répète, hein, mais c'est vrai que il pourrait y avoir d'autres publics, hein, les plus jeunes, voilà. Mais aujourd'hui, le public cible, c'est adolescents et ou adultes qui ont un diagnostic d'autisme, de TDAH et ou de déficience intellectuelle qu'on remet sur le site TDI maintenant. Donc, c'est vraiment les 3 publics. On souhaite qu'il y ait une inscription complète dans le parcours des personnes concernées dans une démarche concertée avec les personnes. Qu'il y ait une concertation également avec la coordination la coordination départementale de l'éducation thérapeutique du patient. Vous l'avez compris, hein, pour ceux qui sont hors champ ETP habituel, il y a une coordination régionale départementale, donc c'est aussi un axe important à prendre en compte et ce sera conditionné dans notre sélection. Et l'idée, c'est d'aboutir à la déclaration d'un programme d'ETP. Donc, on est vraiment dans l'amorçage pour que vous puissiez déclarer des programmes voilà, en finalité. Donc, les priorités, des projets qui démontrent une expertise partagée, un engagement conjoint de partenaires, la place de l'autodétermination des personnes et son rôle en tant qu'acteur de sa santé, et un projet d'ETP qui répond aux exigences, bien sûr, du cahier des charges. Concernant en fait cette demande de soutien financier, la fourchette de financement, ça peut aller de 6 000 à 10 000 euros, donc en fonction des besoins. L'objectif, c'est bien, comme l'a dit ma collègue, de permettre l'amorçage du projet en amont à la déclaration du programme. Parce que, donc, ce qu'on n'a pas forcément expliqué, il y a, en tout cas, en ce qui concerne les financements de l'ETP de façon habituelle, il y a différentes façons de financer l'ETP. Tout ce qui entre vraiment dans le champ hospitalier est en général pris en charge par le forfait hospitalier. Donc ça ne relève pas d'un financement direct de l'ARS. Par contre, au niveau ARS, nous, on va financer tout ce qui est éducation thérapeutique patient réalisée de façon externe, en ambulatoire, en ville ou alors à l'hôpital, mais que sur des consultations externes. Là, on va être sur des financements qui seront pris sur le FIR. Et ces financements-là, on les attribue à N+1, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'activité réalisée l'année précédente pour déterminer par un forfait les financements qu'on allouera. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que quand vous déclarez un programme, il est forcément financé. Tout ça va dépendre vraiment de la structure qui porte le programme, de quelle façon elle fait, voilà, si les programmes sont faits en ambulatoire ou en hospitalier, etc. Donc après, ça, c'est une autre question et on sera à disposition aussi en fonction de chaque cas particulier pour discuter de ces possibilités de financement ou non après. Mais dans tous les cas, ce forfait-là, cet appel à candidature, il vise vraiment à aider en fait à préparer cette déclaration de programme parce qu'on l'a vu, il y a des prérequis avant de poser un programme, tels que la formation, notamment, tel que le temps passé à coordonner cette mise en route du programme. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose ce budget d'amorçage. Donc, les dépenses éligibles, c'est évidemment donc, la gestion, la coordination de projet pour réfléchir tous ensemble, pour se mettre d'accord autour de ce futur programme. Éventuellement, des coûts liés à la formation à l'ETP, sachant que en priorité, la formation, en général, tout ce qui est formation peut être porté quand même sur
sur la formation continue au sein de votre structure. Maintenant, s'il y a des coûts en plus qui ne peuvent pas être pris en charge, dans ce cas, on peut le valoriser sur ce financement. Et également l'achat de petits matériels pédagogiques, si besoin. Donc voilà, des mallettes pédagogiques, des outils, c'est tout à fait possible. Donc ces financements-là seront pris sur le FIR et on sera dans un financement évidemment non reconductible puisqu'il s'agit vraiment d'un financement d'amorçage avec à la fin en fait l'idée de déclarer le programme à l'ARS. En ce qui concerne le calendrier de l'appel à candidature, donc il est officiellement lancé, c'est-à-dire que là, ça y est, là, tout est disponible, la démarche est disponible. On va vous indiquer comment la consulter et vous pouvez désormais candidater. On a décidé en fait de faire 2 fenêtres d'instruction parce qu'il peut y avoir des projets qui sont déjà bien lancés ou avec des engagements entre porteurs qui sont déjà constitués. Donc, dans ce cas-là, l'idée, c'est de pas forcément perdre de temps. Donc, on vous propose une première fenêtre qui va jusqu'au 30 juin, avec l'idée d'avoir une commission mi-juillet qui pourra vous donner une réponse après le 15 juillet, en fait. Donc, voilà, pour essayer de pas perdre de temps pour les projets qui seraient déjà bien engagés. Mais sinon, pour les autres projets, justement, qui mettront un peu plus de temps à se préparer, on a une fenêtre qui va jusqu'au 15 septembre avec l'idée de pouvoir vous donner une réponse fin septembre, mi-octobre maximum. Donc, comment ça va se passer en fait l'objectif? Donc, on a créé pour ça un formulaire sur démarche simplifiée. Donc, c'est une plateforme qu'on utilise de plus en plus, que ce soit nous côté prévention, ou côté médico-social. Donc, je pense que vous commencez à connaître un peu. On pourra y jeter un œil éventuellement après si vous... pourquoi pas. Donc, vous verrez, c'est un formulaire sur lequel on va vous demander comment est-ce que vous remplissez tous les prérequis, les points qu'on a abordés juste avant. En termes d'accompagnement, pour ceux qui ne sont pas forcément du milieu ETP, donc on en a parlé, Latifa Sali l'a présenté, on travaille beaucoup avec le pôle Prévaloir, donc qui est le pôle régional de ressources, de compétences et d'expertise en ETP. Et ce pôle, il est structuré avec une coordination régionale et des coordinations départementales. Donc, avec un site internet, le site Prévaloir, sur lequel il ne faut pas hésiter à aller voir. Vous pourrez constater, voir tous les programmes d'ETP qui sont déjà existants dans la région, dans les départements. Et puis là, vous avez les coordonnées de chaque coordination départementale. Qui sont portées par des structures différentes. Mais en tout cas, ces coordinations, elles ont vraiment un objectif et la mission d'accompagner en fait les porteurs de projets, les porteurs de programmes sur le territoire. Ce sont vraiment les experts identifiés en ETP sur les territoires. Donc, non seulement c'est vraiment intéressant, je pense, de se rapprocher des coordinations, mais en plus, on l'a mis quand même comme un prérequis aussi, nous, dans les sélections des projets, pour être sûr que voilà, ce lien avec le TP soit fait, et puis surtout que derrière, on soit sûr que le programme en fait, qui sera déclaré, il corresponde vraiment au cahier des charges réglementaires. Et sur cette diapo, là, je vous ai remis juste les contacts au niveau ARS, donc avec la boîte éducation thérapeutique, là, qui est plutôt pour me contacter moi de mon côté, et puis la boîte plutôt médico-sociale, donc ACMS. Donc n'hésitez pas à nous envoyer aussi des questions par ce biais-là, si nécessaire, si besoin. Et puis, je vous ai mis le site de l'ARS, en fait, avec une rubrique spéciale ETP. Ça permet en fait de voir à nouveau en fait quelles sont les obligations, le cahier des charges d'un programme, comment ça se passe, quelles sont les obligations après, etc. Voilà, je vais arrêter hop, le partage pour le moment. Si vous le souhaitez, je peux vous montrer très rapidement le projet sur démarche simplifiée. Je vais juste Oui, j'allais dire du coup, n'hésitez pas à poser des questions. Je pense que voilà, pour les acteurs du médico-social, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de faire. Du coup, alors Monsieur Soulard, je vois que vous mettez une question dans conversation. Il faut le mettre dans question-réponse. Hein, il me semble qu'on a indiqué en début de... Alors, peut-être pour répondre à Monsieur Soulard, c'est que du coup, la question c'est pourquoi le choix de ne pas s'appuyer sur des programmes ETP ados déjà existants dans d'autres régions et les mettre en œuvre sur le territoire? J'allais vous dire,
à vous de les programmes qui sont déclarés à côté sont faits par les gens d'à côté. Donc, si vous souhaitez vous appuyer, vous, en réponse à ce qui est déclaré ailleurs, pourquoi pas? Ouais, et il faut savoir qu'un programme d'ETP, en fait, on a certains programmes d'ETP qui sont portés par des structures interrégionales ou nationales, mais en tout cas, il faut que chaque programme soit déclaré dans la région qui est concernée. Sinon, il ne sera pas reconnu au niveau régional. Donc, en effet, si on a des programmes déjà existants ailleurs, on peut tout à fait les dupliquer ou en tout cas en inspirer, mais il faudra qu'ils soient portés, alors soit par un acteur régional, soit par un autre acteur, mais en tout cas déclarés au niveau de l'ARS régionale. Si vous voulez répondre encore, enfin, on a une autre question du docteur Durand qui nous pose la question suivante. Nous ne comprenons pas bien comment nous aurions pu solliciter un budget avant mise en place du programme dont le cahier des charges est sorti récemment. Vous avez présenté le programme ETPTS alors que nous venons de vous le déposer, mais qu'il ne serait donc plus éligible à votre appel à candidature et demande de budget pour lequel reste 3 semaines pour candidater. Merci. Non, je pense qu'il y a une incompréhension, docteur Durand, parce que du coup, là, vos projets déclarés par le CRA, c'est une chose et qui rentrent dans le cadre de l'ETP déjà en lien avec Solène Cantar. Là, c'est un nouvel appel à candidature, donc aujourd'hui, on ne demande pas un dépôt de budget pour le programme, mais une demande de dépôt de budget pour construire des partenariats, une coordination qui aboutira à l'issue au dépôt d'un programme. Vous, le CRA, vous êtes déjà dans la deuxième phase, en fait, de dépôt de programme d'ETP. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est amorcer d'autres réflexions avec d'autres acteurs pour que l'on ait d'autres programmes d'ETP qui soient déposés pour d'autres publics que le TSA. Donc, on est dans 2 cadres différents. Il y a ce que vous faites déjà, le CRA, en dépôt auprès de l'éducation thérapeutique qui fonctionne déjà. Et là, on est dans un nouvel appel à candidature. Je ne sais pas si on a répondu à la question. Je ne sais pas où était posée la question, parce que du coup, on les voit Dans peut-être la partie Q et R. Ouais, Questions et Ah, réponses. Juste la d'accord. partie, voilà, si. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le QR? Alors, en fait, la partie Q et R, c'est la partie qui est juste à côté de conversation. Oui, Oui, voilà. donc il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Ouais, on a une autre, en fait, on m'a posé la question dans la conversation. C'est pour ça que je me suis permise de répondre. Alors, monsieur Auboin, vous reposez la question dans le mode conversation. Je me permets de confirmer la question de madame Ronsin, par exemple, sur la question TDI. Du coup, madame Ronsin, ETP habituellement pour des pathos, mais là, il s'agit de troubles. Quelle est la question? C'est ce que du coup Solène Cantar a redit, que du coup le ETP s'ouvrait à d'autres devient pathologies, mais un trouble du neurodéveloppement est quelque chose de durable. C'est ça. En fait, on n'est plus sur des conditions chroniques maintenant que sur des maladies chroniques. Enfin, on élargit davantage la question de ETP, effectivement. Puis-je parler pour l'expliquer? Est-ce que, je ne sais pas si on peut ouvrir les micros ou non? Je ne sais pas. Si vous arrivez à ouvrir le micro, je vous invite à le faire, monsieur Auboin. Dans les paramètres, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. OK. Bon, ça va pas être possible, donc je vous laisse peut-être réexpliciter par écrit, en fait. Oui, ou peut-être de nous réinterpeller après. Du coup, effectivement, donc là, on a une autre personne, Catherine, qui écrit que du coup, elle est disponible et intéressée pour intégrer un groupe ETP en région si besoin. L'intérêt aussi, voilà, aujourd'hui, c'était de pouvoir se faire rencontrer des personnes et de bien intégrer aussi le cadre particulier du financement de l'ETP, qui n'est pas comme dans le médico-social où on finance au projet. Il y a d'autres questions, peut-être dans questions-réponses. Ouais, on est en train de faire le petit. Alors, il y a une question, c'est quand vous indiquez ado, on parle de quel âge? Alors, du coup, on n'a pas précisé. Sur la stratégie non plus, il n'y a pas de précision. Donc,
On n'est pas, voilà, on n'a pas de précision. Donc après, à partir de quand on considère qu'un enfant n'est plus un enfant et un adolescent, voilà, ce sera à voir. À voir, hein, j'allais dire, un adolescent, à partir du collège, on peut peut-être considérer qu'on est un adolescent, donc 11-12 ans, cette tranche-là, en tout cas, cette tranche-là. Après, je vois que c'est la PCO qui pose la question. C'est sûr que la PCO qui fait 0,6 voire 7-12, on n'est effectivement pas dans le cadre de la PCO jusqu'à 12 ans. En tout cas, dans la limite, si on prend les 11-12 ans. Mais hein, Ouais, voilà. Effectivement. Du coup, on jongle entre les deux, je crois, hein, c'est ça. ouais, parce qu'il parle de 7-12 ans. Ouais, dans la stratégie, je pense qu'on est effectivement à partir de 12 ans. Alors, monsieur Aubin, vous me dites le programme ETP vise l'accompagnement de patients pour accompagner pour les notamment TDI. Quelle forme imaginez-vous? Par exemple, un programme sur l'auto-D et le pouvoir d'agir est-il légitime? J'ai l'impression que ces compétences sont inscrites dans les déterminants de l'ETP. Alors, si je peux me permettre, Oui. monsieur Auboin, effectivement, hein, vous avez raison, dans le cadre des programmes ETP, il y a une partie, d'auto-soin, hein, qui est, importante, mais il y a aussi une partie plutôt compétences psychosociales, qui l'est tout étant. Alors, effectivement, hein, dans la situation de handicap, peut-être que la partie auto-soin sera moins développée, mais la partie, compétences d'adaptation, beaucoup plus et effectivement, quand on a fait les travaux sur le TSA, on effectivement, on avait, le sujet de l'autodétermination qui était très, important, en tout cas pour les patients qu'on avait, questionnés, qui souhaitaient que le programme ETP puisse, les aider à développer, cette autodétermination, et effectivement, c'est là-dessus, en tout cas, qu'on peut s'appuyer. Hem En tout cas, moi, ce que je vous invite, à faire, c'est de pouvoir travailler avec, des associations de patients, des aidants pour pouvoir, déterminer, les besoins, spécifiques, pour pouvoir mettre en place un programme qui soit, le plus, adapté et qui corresponde le mieux aux besoins des patients que vous pourriez, rencontrer, quoi. Je ne Je sais pas pense si juste, ça répond. monsieur Aubin, je pense qu'il ne faut pas se formaliser non plus sur les mots, Oui, le mot patient. Et c'est là tout l'enjeu, justement, de notre action, que les deux mondes se rencontrent. Effectivement, pour nous, dans le médico-social, ce ne sont pas des patients, mais pour l'éducation thérapeutique du patient, le nom apparaît bien. Donc, je pense qu'il ne faut pas se formaliser sur les mots. Et aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour que, justement, on comprenne bien qu'il y a l'ETP et le cadre de l'ETP qui existe. Il y a la médico-sociale qui accompagne aujourd'hui des personnes en situation de handicap, qui est amenée aujourd'hui à se transformer, à accompagner, etc. Et c'est tout l'enjeu aujourd'hui que les deux mondes se rencontrent pour que du coup on puisse proposer des programmes à demeure qui soient bien en adéquation. Et sur l'autre question, sur la place de développer des programmes pour les aidants, du coup, ça, nous, on appelle plutôt ça de la guidance parentale. Et c'est pas complètement dans le cadre aujourd'hui de cet appel à candidature. En fait, on peut associer les aidants dans un programme de TP. Là, pour le coup, il ne faudrait pas que ce soit des parents d'enfants non plus, vu qu'on n'est pas là, on s'adresse pas au public enfant. Par contre, ce qu'on demande, c'est qu'il peut y avoir des séances, par exemple, dédiées aux aidants, ou en tout cas qui associent les aidants et les personnes concernées, en fait, dans un programme d'éducation thérapeutique. Mais il faut que le programme s'adresse avant tout aux personnes concernées. Mais bien sûr qu'il peut y avoir de la place pour les aidants, au contraire, c'est vraiment important. Mais là, pour le coup, si on s'adresse plutôt à un public enfant, on n'entre pas dans le cadre de l'appel à la candidature du jour. Mais si c'est sur les ados, par contre, on pourrait tout à fait entendre associer les parents. Je me permets de vous poser des questions qui sont dans la partie Q&R. Est-ce qu'il est possible donc d'intégrer des ateliers pour les aidants dans le programme? On vient d'en parler. Et donc effectivement, il est possible d'intégrer des ateliers, aidants dans le programme à destination des personnes concernées, si j'utilise les bons termes. Il y a une question autour de combien de dossiers seront validés?
Ça va dépendre, c'est par nombre de dossiers, on a une Ah. enveloppe, donc tout dépend combien coûteront chaque dossier. Donc voilà, nous on a une enveloppe fermée pour cet appel à candidature, donc en fonction de si on a des projets à 10 000 euros ou des projets à 6 000 euros, forcément on n'aura pas le même nombre de Oui. projets sélectionnés. J'ai une autre question qui est, je n'ai pas vu mentionner les troubles 10 hein, qui me semblent pourtant importants à prendre en compte chez les ados et les jeunes adultes. Voilà une Mm. question de Madame Fleurier. Effectivement, mais écoutez, la stratégie nationale met l'accent sur les troubles que l'on a cités, tout en sachant que la prévalence des autres troubles, quand on en a au moins un TND, est importante. Donc les troubles 10, voilà, c'est pas le public prioritaire, mais forcément, il peut être pris en compte si un autre TND est associé. Mais c'est pas le public prioritaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de besoin. C'est ça. C'est pas le public prioritaire pour cet appel à candidature. Après, c'est vrai que nous, en Région Centre, on n'a pas du tout de programme à ce jour pour les troubles 10, mais je crois que ça se développe au niveau voilà, de la France. C'est pas exclu que vous puissiez par la suite déposer un programme trouble 10, un programme de TP. Pourquoi pas? Par contre, il peut pas, pour le coup, pour l'instant, il peut pas être validé dans le cadre de cet appel à candidature. Donc, pas forcément faire l'objet d'un financement préalable, mais pour la suite, pourquoi pas travailler sur un programme de TP quand même et pouvoir le déclarer. Rappelons qu'on est quand même dans l'amorçage avant une déclaration. Si des programmes troubles 10 en ETP sont déjà prêts à être déposés, rien ne n'empêche de le faire et qu'on les étudie en marge de cet appel à candidature. Merci beaucoup. Nous avons une question de Guillaume qui nous dit, est-ce qu'un programme ETP peut s'inscrire dans un centre médico-social pour valoriser l'autonomie dans un projet inclusif? Tout dépend comment il va être aussi porté et présenté. Dans un centre médico-social, tout dépend quel type de centre aussi. C'est comme tout. C'est ce qu'avait dit Solène un petit peu au début. Ça va vraiment dépendre du type de portage Ouais, c'est ça. qui est envisagé. C'est sûr que faut pas que ce soit dans l'institution. Dépend après des intervenants également, et puis comment il est construit. Je pense que ça peut se réfléchir en tout cas. Mais il faut vraiment que ça corresponde voilà, aux critères du cahier des charges. Et avec tous les prérequis, formation, médecin, etc. qu'on vous a présentés. Merci. Une question de Madame de la Salle. Si j'ai bien compris, le programme est à penser en parcours avec un partenariat avec l'ensemble des ressources sur le territoire, établissements de santé, je vais à la suite, libéraux, Libéral, EMS, associations, et avec un seul porteur. alors pas forcément l'ensemble des ressources du territoire, non, mais il y a un seul porteur, oui, mais du coup un coportage, ce qu'on avait dit en préambule, enfin médico-social ou en tout cas acteur des troubles du neurodéveloppement et acteur de l'ETP et personnes concernées, patients, voilà, selon comment on Personnes est de concernées. quel côté. Mais même du côté ETP, c'est vrai qu'on essaye d'utiliser le terme personne concernée plutôt que patient. Guillaume nous repose la question, peut-on avoir les critères du cahier des charges? Bah, tout est dedans. Alors, ça dépend de quel cahier des charges on parle. Si on parle du Oui. cahier des charges de l'appel à candidature, donc vous allez pouvoir avoir accès à l'appel, enfin au cahier des charges. Il est disponible sur le site internet de l'ARS dans la rubrique appel à candidature, appel à projet. Et vous Si l'avez on parle aussi du sur cahier, Prévaloir, hein, excusez-moi. ah bah voilà, nickel. Sur Prévaloir aussi. Et par contre, si on parle du cahier des charges réglementaire de ce qu'est un programme de TP, là, il est donc disponible sur Légifrance. Vous avez sur la rubrique ETP de l'ARS, vous avez le lien vers tous ces articles de loi en fait qui définissent vraiment le cahier des charges des programmes de TP. On vous mettra à disposition le diaporama qui vous a été présenté. Vous aurez les liens directement. Donc, à toutes les personnes inscrites, on renverra tout ça. Avons-nous d'autres questions? Alors, dans la partie conversation, peut-être?
Tic, tic, Non, tic. c'était une précision de la collègue. C'est D'accord. ça, sur le fait de s'élargir, élargir de cette pathologie à plus large, effectivement. Ouais, mais force est de constater que, on élargit le TP et que quand on regarde l'objectif de l'éducation thérapeutique, on atteint quand même, l'objectif de l'ETP malgré qu'on ne soit pas, dans le cadre de la maladie chronique et c'est quand même un bénéfice très important pour les patients, pour les personnes concernées, en termes de qualité de vie, en termes d'amélioration de la de diminution des complications et puis il y a un volet aussi, financier, il me semble, important qui fait que quand, on développe l'éducation thérapeutique, on a un enjeu, financier important qui est d'éviter, hem, des, des soins qui peuvent être, onéreux, au regard du budget prévention. Il n'y a pas d'autres questions? Enfin, n'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps. Si vous voulez, je peux vous montrer très rapidement à quoi ressemble le formulaire sur, démarche simplifiée. Ah bah oui, ça peut être bien. Oui, oui. Pour Et, l'instant, on n'a pas d'autres et, questions, donc peut-être qu'on ouais. peut faire ça. Et après, on vous engage vraiment du coup, à solliciter les coordinations ETP, justement aussi peut-être pour vous mettre en lien, que du coup les gens puissent voilà, Mmh. enfin, avoir ce réseau dans les départements ou en région sur les différents acteurs, c'est peut-être aussi voilà, se faire connaître en tout cas. Ouais. Donc voilà, donc démarche simplifiée, hein, c'est la plateforme, habituelle pour ceux qui la connaissent. Vous aurez le lien et vous allez atterrir sur une première page dans laquelle vous mettrez un peu vos coordonnées. Pour se créer un compte, c'est assez simple, hein, il suffit d'avoir, une adresse mail. Le dossier, en fait, il va reprendre tout d'abord tout ce qui est identification du porteur du projet. On a besoin de ces éléments-là, nous, derrière, pour bien, instruire et puis éventuellement derrière, pour procéder à des financements. Et ensuite, on va vous demander de décrire les motivations et le niveau de maturité du projet. Donc, bien sûr, département, le territoire, des éléments de diagnostic, c'est-à-dire quel est le contexte, qu'est-ce qui vous a amené à venir vers cet appel à candidature, le public visé par le programme, les troubles qui sont concernés. On peut bien sûr cocher plusieurs cases, hein, si c'est le cas. Est-ce que la structure porte déjà des programmes de TP? Nous, ça nous permet de savoir aussi à qui on s'adresse, si c'est une structure qui a déjà voilà, les prérequis, les compétences en fait, pour porter ce programme, ou alors non, si ce n'est pas le cas, mais dans ce cas, qu'est-ce qui peut être mis en place? Les démarches déjà engagées par le porteur sur le sujet, les partenaires identifiés, qui serait le futur coordonnateur du programme. Après, on n'est pas obligé d'avoir déjà un coordonnateur identifié. Pour l'instant, on est plus sur des pistes de réflexion. Chaque programme aura son propre degré de maturité, en fait. Nous, ce qu'on va surtout vérifier, c'est est-ce que le projet est suffisamment étoffé, solide, pour qu'on puisse attribuer ce financement d'amorçage. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un projet tout ficelé. Ce qu'on veut, c'est être sûr qu'il y a déjà les bonnes garanties pour que ça puisse quand même aboutir. Mais l'idée, hein, c'est que c'est pas en septembre que le programme démarre. Non, c'est ça. Qu'il est déclaré, hein. Il y a justement le financement pour aboutir à sa déclaration pour une mise en œuvre dans l'année 2026, Voilà, dans l'idéal. c'est ça. Donc voilà, ça nous permet, nous, de voir déjà ce qui a été entamé comme démarche ou non, la place des personnes concernées, comment est-ce qu'elle est envisagée, est-ce que le lien avec les coordinations départementales a bien été fait, les modalités, le calendrier a été mis en œuvre, voilà. Tout ça, ça reste prévisionnel, hein, c'est pas forcément... en tout cas, c'est pour être réfléchi, débattu. Des pièces jointes, si vous voulez joindre des pièces, ça sera tout à fait possible. En termes de demande de financement, on vous demandera d'écrire les principaux postes de financement avec un budget prévisionnel à compléter. Puis voilà, et puis une petite partie juste pour engager la structure de façon plus officielle et voilà, déposer le projet. Et nous, donc, une fois que ce projet sera déposé, on l'instruira, donc selon ce qu'on vous a dit, hein, les 2 fenêtres possibles, soit mi-juillet, soit début octobre. Et on vous donnera une réponse après rapidement pour pouvoir commencer, pour pouvoir attribuer les financements aussi dès que possible. Bon, merci Il y a beaucoup. nouveau quelque chose dans question-réponse, je crois. Ah.
C'est pour... Le médecin associé doit-il être formé en ETP? Oui, en effet. En tout cas, le cahier de charge prévoit bien que l'ensemble des intervenants soient formés. Alors après, au moment où vous allez faire l'appel à candidature, on ne demande pas à ce que tout le monde soit formé, c'est pas ça l'objectif, mais en tout cas que les personnes s'engagent sur une formation, que l'ensemble des intervenants s'engagent sur une formation, oui. Et normalement, pour être déclaré un programme, effectivement, l'ensemble des intervenants doivent être formés. Après, il peut y avoir parfois une petite tolérance, on va dire, quand on sait que la personne, parce que parfois c'est difficile d'avoir une formation tout de suite dans les 6 mois qui viennent. Mais si on sait que la personne qui a une formation qui est prévue, par exemple, dans l'année où le programme est déclaré, dans ce cas, il peut y avoir une tolérance. Mais ce qui est sûr, c'est quand même que pour concevoir un programme, il faut déjà que l'ensemble des intervenants soient quand même formés. Enfin, la plupart en tout cas. De toute façon, vous retrouverez vraiment toutes les informations dans le PowerPoint et les liens associés. Donc, je pense que ça répond à pas mal de questions. Ouais, nous, on est disponible. Et puis, le pôle ETP également. Tout à fait. Avec plaisir, n'hésitez pas à nous contacter. En tout cas, je pense qu'avec les questions, la présentation que vous avez faite, les choses sont très claires, en tout cas au vu des commentaires qui vous remercient pour cette présentation claire et précise. Donc, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire et puis vous inciter tous, vous remercier d'avoir été présents, puis vous inciter à travailler sur ce sujet qui est un beau sujet. Donc, voilà, à vos stylos. Clavier. Merci en tout cas. Merci beaucoup et puis à disposition en tout cas. Merci. Au revoir. Au revoir.